Nos invités ont perdu toute trace de leurs proches du jour au lendemain. Ceux qu'ils avaient de plus cher au monde ont disparu sans rien dire. Dans quel état d'esprit êtes-vous aujourd'hui? L'attente. Tous les jours, j'attends. C'est l'horreur. Maria n'a plus de nouvelles de son fils depuis 5 ans. Il a laissé un mot à sa copine en disant « Ne m'attends pas, je pars, ce n'est pas de ta faute ». Armelle vit dans l'angoisse depuis que son fils a décidé de disparaître. Je me suis vraiment inquiétée. Parce que pas d'affaires de toilette. Il était parti, pas d'affaires de toilette, pas de rechange, rien. J'ai dit non, une nuit, bon, ça passe. Une deuxième nuit, non. Vous avez pensé à quoi? Au suicide. Cécilia avait 15 ans le jour où sa mère est partie pour toujours. Le 25 février 2007, notre maman a disparu en disant qu'elle allait chercher le pain et elle n'est jamais revenue. Quant à Leïla, elle n'oubliera jamais les mois qu'elle a traversés sans nouvelles de sa fille. Ça m'effraie de la savoir peut-être dans la rue, peut-être avec de mauvaises fréquentations, peut-être, j'en sais rien, kidnappée, séquestrée. Le jour où ils ont choisi de disparaître, c'est aujourd'hui, dans toute une histoire. Je pense que Nicolas, si tu te vois, reviens, parce que la vie sans toi n'est plus la même. Et je voudrais te serrer dans mes bras avant de mourir, parce que j'ai toujours peur de mourir et de ne pas le resserrer dans mes bras encore une fois. Bonjour à tous, merci de nous accueillir et merci à mes invités d'être présentes sur ce plateau. Qui n'a jamais eu envie de tout plaquer pour refaire sa vie ailleurs sans rien dire à personne? Qui n'a jamais souhaité fuir une réalité trop pesante? Pour certains, du fantasme au passage à l'acte, il n'y a parfois qu'un pas. Mes invités en savent quelque chose, que ce soit leur enfant ou leurs parents. Toutes sont sans nouvelles d'un être cher. Un être cher qui s'est tout simplement évaporé sans ne plus donner aucun signe de vie. Et pour ceux qui restent, l'angoisse, vous l'imaginez, en guise de quotidien. Le jour où ils ont choisi de disparaître, c'est le thème de toute une histoire aujourd'hui. On va tout de suite ouvrir la première partie de notre émission. Ce matin, qu'il a choisi pour s'en aller. On va saluer Maria. Bonjour Maria. Maria, votre fils a disparu le 13 novembre 2006. C'était il y a 5 ans. 5 ans. 5 ans, c'est long. C'est long. Quel âge avait-il? Il avait 21 ans lorsqu'il est disparu. Comment décririez-vous le jeune homme qu'il était à l'époque? C'était un enfant sans problème. Il a toujours été notre fierté, toujours bien travaillé à l'école, toujours en tête de classe. Il a été major. Des études de quoi? Major de sa promotion en kinésithérapie. Et il était à 6 mois d'obtenir son diplôme. Tout semblait aller bien. Il avait une copine, il avait une vie normale. Et jamais on n'aurait pensé... Est-ce que par le passé, il avait montré des signes de mal-être? Ou est-ce qu'il avait été passé par des hauts et des bas psychologiquement? Non, psychologiquement, jamais. On n'a jamais rien vu, justement. C'est ça que nous sommes très affectés aujourd'hui, parce que... rien ne laissait présager ça. Pourtant, avec du recul, vous nous avez dit qu'un indice aurait dû vous mettre la puce à l'oreille. Oui, c'est-à-dire qu'il revenait tous les week-ends, vu qu'il était à Lille pour ses études. Il habitait avec sa copine, et donc il revenait sur Valenciennes, chez nous, donc tous les week-ends. Et lorsqu'il revenait, bon, il ne faisait rien, bon, tout allait bien et tout ça. Bon. Mais une fois, un mois avant sa disparition, il a pleuré. En descendant l'escalier, avant de partir sur l'île, un dimanche soir, donc, je lui ai demandé pourquoi il pleurait. Il m'a dit, bon, c'est rien, maman, t'inquiète pas, c'est parce que j'ai été à l'enterrement de telle dame et ça m'a ému, ça m'a fait repenser à l'enterrement de ma grand-mère maternelle, paternelle, pardon. Et donc moi je l'ai cru parce que c'était un enfant sensible, il avait du cœur, donc moi je l'ai cru. Et puis il est reparti sur l'île
Et puis voilà, c'est Et passé comme aujourd'hui, ça. vous vous dites que ces larmes cachaient peut-être autre chose. Peut-être, oui, peut-être, parce qu'après coup, sa copine m'a dit, lorsqu'il a disparu, qu'il avait pleuré 3 fois dans le mois précédent à son départ. Donc sûrement qu'il lui était arrivé quelque chose de grave, qu'il n'avait pas su assumer, qu'il n'a pas voulu nous en parler. Et dont il n'a pas parlé non plus à sa copine? Non. Rien du tout. Non. Quel souvenir vous gardez des derniers jours que vous avez passés avec lui? Justement, les derniers jours, c'était très bien parce que c'était l'anniversaire de son frère aîné. Donc nous avons passé le week-end du 11 et 12 avec lui. Et puis nous avons fait la fête de son frère, nous avons fêté l'anniversaire. Et ensuite, ils sont sortis au restaurant avec son frère, des copains. Il n'a rien laissé paraître, il allait très bien. Et lorsqu'il est reparti ce week-end-là, donc le 12 novembre 2006, je lui ai téléphoné vers 22h, 22h50 pour voir s'il était bien arrivé, comme je le fais à chaque fois. Et il m'a dit oui, tout va bien, je viens de manger et puis je vais me coucher. Et c'est la dernière fois, donc le 13 novembre 2006, que j'ai parlé à mon fils. Depuis 5 ans, je n'ai plus entendu sa voix. Donc dès le lendemain, François Nicolas s'est volatilisé. D'après vous, est-ce que vous avez une idée de ce qui a pu se passer ce lundi matin? Non, je ne sais pas ce qui s'est passé exactement. Tout ce que je sais, c'est que ce 13 novembre, donc, il devait faire un stage en hôpital. Et au lieu de se rendre à son stage, il est parti retirer 300 € et 80 € sur 2 minutes d'intervalle. Il est remonté dans son appartement. Il a déposé ses clés de voiture, ses clés de maison, son permis de conduire. Il n'y a que sa pièce d'identité qu'on n'a pas retrouvée. Donc on suppose qu'il a dû partir avec sa pièce d'identité quand même. Et les clés de l'appartement, c'était dans la boîte à lettres. Est-ce qu'il a laissé un mot? Il a laissé un mot à sa copine en disant « Ne m'attends pas, je pars, ce n'est pas de ta faute, tu vas recevoir une lettre demain. » Voilà. Et elle a reçu une lettre le lendemain? 2 jours après, nous avons reçu une lettre commune entre... Voilà. Vous nous raconterez tout à l'heure quel effet la lettre que vous avez reçue et la décision inattendue que votre fils a eue sur vous. On va saluer Armel. Bonjour Armel. Bonjour. Que vous inspire le témoignage de Maria? Vous vous retrouvez dans son histoire? Un peu, oui. Un peu. Votre fils était en couple depuis 7 ans. Oui. Quel événement l'a particulièrement affecté? Une séparation. Une séparation, et puis qu'il n'a pas du tout assumé. Et il a repris un appartement. Mais bon, ça n'allait pas du tout. Je n'arrivais plus à le joindre au téléphone. Donc je me suis un peu inquiétée. Et puis, j'ai insisté, puis je lui ai dit, au dernier moment, je lui ai dit, bon écoute, au bout de quelques jours, je lui ai dit, écoute, si tu ne m'appelles pas, j'appelle à ton travail. J'ai appelé au travail et on m'a dit qu'il ne faisait plus partie du personnel. Donc il avait quitté son travail. Depuis combien de temps? Je ne sais pas, je n'ai pas demandé. Et Vous n'étiez pas du tout au courant? Non, je n'étais pas du tout au courant. Il avait quel âge? 35 ans, enfin 34 ans à l'époque. Il avait des enfants? Non. Donc, vous êtes revenu vers lui, j'imagine? Donc, je lui ai dit, je l'ai appelé, je lui ai laissé un message un peu acide au téléphone. Je lui ai dit, Grégory, mais il faut que tu me donnes des... faut que je veux savoir ce qui se passe. Et de ce fait-là, il m'a répondu au téléphone, il m'a rappelé. Et j'ai senti qu'il était au bord du gouffre. Et je lui ai Il vous a dit quoi? Moi, je lui ai dit, Grégory, ça ne va pas, je te sens que tu n'es pas bien. Tu fais tes cartons, je viens te chercher. Plus de travail, plus d'argent, plus rien. J'ai dit, je viens te chercher. Et j'ai senti qu'il était vraiment au bout du gouffre parce qu'il m'a dit, oui, viens. Donc le lendemain, j'y suis allée et je l'ai ramené à la maison. Il est venu s'installer chez Oui. vous. Est-ce que vous avez essayé de lui remonter le moral? Comment Oh là là, vous y êtes oui, prise? je lui ai proposé de... J'ai bien discuté avec lui, je lui ai proposé d'aller voir un psy, je lui ai proposé plein de solutions, mais un mur.
un mur. Alors, ça a duré combien de temps, cette inactivité? Ah, ça durait bien 1 an. Il est resté 1 an comme ça, sans rien entreprendre, Bah, sans n'avoir goût à rien. goût à rien, oui. Et donc on laissait... j'essayais de le remuer un peu, hein, parce que moi, bon, je travaillais et tout. J'essayais un peu de discuter, mais un mur. Et puis il a quand même fini par trouver, du travail, oui. une place de serveur dans un restaurant. Oui. Et ça jusqu'au 30 mai 2011. Jusqu'en 30 mai 2011. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Eh bien, il est parti, comme d'habitude, pour travailler. Et je ne travaillais pas ce jour-là, donc il m'a fait la bise. Il m'a dit au revoir à ce soir. On devait aller chez sa sœur le soir dîner. Donc je lui ai dit, bon, je vais te chercher à la gare, il n'y a pas de souci. Il m'a dit oui, viens me chercher à la gare. Et puis, toute la soirée, j'ai appelé. Pas de réponse. Il n'a jamais répondu au téléphone. Il n'a jamais... Là, vous êtes finalement allé dîner chez votre fille. Je suis, oui. Vous vous êtes dit quoi? Vous pensiez je quoi? me suis dit, bon, il a 35 ans. Je ne vais pas faire la meilleure abusive. Il a peut-être rencontré des un copain, une copine. Il a oublié de vous prévenir. Voilà, c'est ton âge. Et donc, plus intéressant d'aller manger chez sa sœur. Donc, je me suis dit, bon, on se retrouvera ce soir, quand je rentrerai. Et quand vous êtes rentrée? Personne. Donc là, vous avez commencé à vous inquiéter? Oui, là, j'ai commencé à m'inquiéter. Oui, la nuit, personne. Bon, j'ai dit, bon. Elle a peut-être trouvé une fiancée. Voilà. Et donc, le lendemain soir, là, je me suis vraiment... Est-ce que vous avez appelé à son j'ai travail? appelé, mais non, je n'ai pas appelé à son travail. J'ai essayé de l'appeler sur son portable. Ça sonnait? Le portable sonnait? Le portable sonnait, il ne répondait pas. J'avais sa messagerie. Et j'ai attendu le soir. J'ai dit, bon, le soir, il me donnera une explication. Le soir, pas la nuit, rien. Alors là, je me suis vraiment inquiétée. Parce que pas d'affaires de toilette. Il était parti, pas d'affaires de toilette, pas de rechange, rien. J'ai dit, non, une nuit, bon, ça passe. Une deuxième nuit, non. J'étais très, très, très inquiète. Vous nous raconterez tout à l'heure à quelle surprenante découverte vous avez faite au sujet de votre fils, un petit peu plus tard dans l'émission. On va saluer Yvonne. Bonjour Yvonne. Bonjour Sophie. Alors, selon vous, qu'est-ce qui peut pousser une personne à vouloir disparaître comme ça du jour au lendemain sans trop laisser d'indices ou d'explications? Alors bien sûr, un mal-être profond, mais un mal-être qui ne peut pas se dire. Ce sont des personnes qui ont un trouble, pas de la personnalité, mais un malaise émotionnel profond qui couve depuis un certain temps. Et à un moment donné, il y a ce déclic parce qu'ils ne disent rien, ils se taisent, ils sont taciturnes, ils s'enferment dans une forme de mutisme. Et alors, ils ont parfois aussi des événements cachés, c'est-à-dire parfois des dettes, parfois aussi un conflit qu'ils ont eu avec un collègue ou la peur de l'échec, des humiliations. Donc tout ça, c'est tout un faisceau qui entraîne une forme de mal-être. Mais à côté de ce mal-être, quand la souffrance devient trop importante, il y a ce qu'on appelle les troubles dissociatifs et c'est très intéressant de voir combien cela peut induire une fugue qu'on appelle une fugue psychogène. Alors on va expliquer un tout petit peu ce que c'est parce que c'est très très intéressant. Donc dans les indices, il y a souvent des maux de tête. Ils ont l'impression que leur tête va exploser. Ils ont l'impression d'être totalement déprimés, qu'ils n'arriveront jamais à faire face à leur vie, que rien ne les attend, que rien ne va pouvoir fonctionner. Et alors là, ils sacrifient une partie de leur personnalité, c'est-à-dire ils ont des troubles mnésiques, mais volontaires quelque part. Ils veulent plus se souvenir de leur passé et ils amputent aussi une partie de leur personnalité. Donc d'un seul coup, ils partent et ils changent d'identité pour surtout ne plus souffrir avec l'identité qu'ils avaient antérieurement. Et ça, on appelle ça des fugues psychogènes qui sont beaucoup plus nombreuses qu'on le pense. On a du mal à évoquer ce genre de symptômes, mais il est assez fréquent. Alors on les trouve en errance, bien souvent, dans une forme de vagabondage, et souvent, ils sont, on ne sait pas où, parce qu'ils ont un trouble mnésique. Alors, c'est difficile d'imaginer que l'on puisse tout quitter comme ça, du jour au lendemain, sans se retourner. Une personne majeure est-elle libre de fuir sans rien dire à personne? Quel recours pour les familles? Partie sans laisser d'adresse, c'est l'enquête de la rédaction. Aujourd'hui, je suis comme un con. J'attends qu'elle revienne. J'ai l'impression que c'est de ma faute si elle n'est plus là. Disparaître du jour au lendemain ou se volatiliser volontairement. Madame, monsieur, bonsoir. Décidément, le mystère Ulrich Beck s'épaissit. Accident, crime, disparition volontaire ou non.
La disparition pour l'instant inexpliquée d'un couple de boulangers de la Vienne. Les enquêteurs n'excluent pas l'hypothèse d'une fuite volontaire. Chaque année en France, on compte au total plus de 55 000 disparitions signalées comme volontaires. Un chiffre en constante augmentation, pourtant très peu de gens seraient prêts à tout quitter. Non, je pense pas que je serais capable de tout quitter pour une nouvelle vie. Tout quitter pour changer de vie, non. Il faudrait que ce soit une situation tellement incroyable que je l'imagine même pas. Pourquoi partir sans prévenir et disparaître dans la nature? Quels droits les proches des disparus ont-ils pour lancer des recherches? C'est le cas de Caroline. Elle a choisi de quitter famille et amis du jour au lendemain. Je ne savais pas comment faire parce que j'avoue, je suis une lâche. Donc ce que j'ai fait, c'est que je leur ai envoyé un mail. Je leur ai expliqué que je pouvais plus revenir, que j'étais pas heureuse dans cette vie que j'avais avant. Sur les 55 000 disparitions en France, on compte 45 000 fugues et environ 10 000 disparitions volontaires chez les adultes. Hubert Prolongeau, journaliste Nouvelle Obs, a étudié le profil des disparus volontaires. Il y a plusieurs raisons aux disparitions, mais il y en a une, je crois, qui est fondamentale, c'est que le disparu part pour fuir quelque chose, beaucoup plus que pour construire autre chose. Mais légalement, a-t-on le droit de disparaître? En France, effectivement, on a le droit de disparaître. C'est le principe de la liberté d'aller et venir. Toute personne peut établir son domicile à l'endroit où elle le souhaite, sans le déclarer, sans en informer ses proches. Pour beaucoup, quand même, c'est quelque chose de nécessaire. Qu'ils aient tort ou raison sur les motivations, eux ont besoin de le faire. Et c'est très souvent une sorte d'alternative au suicide. C'est le cas de Malek Chirad, joueur de football de l'OGC Nice. En 2004, il a ressenti le besoin de disparaître du jour au lendemain avec femme et enfants. Selon ce grand quotidien algérien, le joueur a disparu volontairement pour échapper à un entourage familial envahissant. Céline et Cédric Gambier, deux boulangers sans histoire, sont partis eux aussi sans laisser d'adresse. C'est pas normal ça. Des jeunes qui partent comme ça s'est présenté là, sans emmener de portable, sans emmener d'affaires. Le couple était parti sur un coup de tête, 3 semaines en vacances, sans avertir qui que ce soit. Les recherches avaient déjà été lancées. Dans le cadre du départ aux volontaires, donc, nous recherchons tous les indices qui nous permettraient de penser qu'ils sont partis parce qu'éventuellement ils étaient épuisés par le travail. Face à une disparition volontaire, quelles démarches les proches ont-ils le droit d'entamer? Plusieurs procédures peuvent être engagées. La première, effectivement, devant les services de gendarmerie et de police, en déclarant l'absence, la disparition. J'ai tout essayé pour la retrouver. Si la personne n'est pas retrouvée ou son décès n'est pas constaté dans une période de 6 mois à 1 an, on peut parallèlement engager une procédure devant le juge des tutelles pour administrer ses biens. Parmi les disparus volontaires, plus de la moitié refusent, une fois retrouvés, de reprendre contact avec leurs proches. Tu crois qu'elle nous a oubliés, maman? Elle nous oubliera jamais. Cécilia et Angélique, bonjour. En quoi le 25 février 2007 reste-t-il à jamais gravé dans votre mémoire? Le 25 février 2007, notre maman a disparu en disant qu'elle allait chercher le pain et elle n'est jamais revenue. Vous aviez quel âge, vous? Moi, j'avais 15 ans et ma sœur 26 ans. Comment vous dépeindriez le caractère de votre mère? Elle était comment à ce moment-là? Une maman aimante, une épouse comblée. Quand elle me parlait de mon papa, j'ai toujours eu que des compliments sur lui. Est-ce qu'elle était fragile? Donc elle avait dernièrement, elle avait des gros maux de tête qu'elle a essayé de soigner, qu'on n'a pas arrivé à trouver. Et donc elle avait une forte tension qui donnait les maux de tête, qui la faisait déprimer. Donc elle avait un traitement en fait, elle déprimait parce qu'elle souffrait? Souffrait, oui. Et que malgré le traitement, ça n'y faisait rien, quoi. Donc elle enchaînait des périodes un peu dépressives? Voilà. Mais avec ses gros maux de tête, c'est vrai qu'il y avait des soirs où elle se couchait plus tôt parce qu'elle n'en pouvait plus. Et elle nous disait qu'elle avait l'impression qu'elle avait des marteaux qui lui tapaient dans la tête. C'était vraiment horrible. Elle nous décrivait ça, ça lui bouffait la vie. Alors, vous avez un souvenir assez précis de la veille de sa disparition. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Donc, en fait, la veille de sa disparition, on fêtait l'anniversaire de notre père, ses 50 ans, au restaurant. Donc, on avait passé une très bonne soirée. Tous les 4? Voilà. Mon mari et mes enfants aussi. Donc, on souriait, on avait fait des photos. Ensuite, quand on est rentré,
Elle m'a embrassée et elle m'a dit qu'elle m'aimait. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qu'elle ne faisait pas habituellement, c'était pas dans notre quotidien. Donc maintenant, c'est vrai qu'aujourd'hui, je peux dire que c'est une chose qui aurait pu nous mettre la puce à l'oreille, mais sur le coup, on avait passé une bonne soirée. Donc, Et dans quelles circonstances avez-vous vu votre maman pour la dernière fois? Donc moi, je me préparais le matin et elle m'a dit qu'elle allait chercher le pain. Donc c'était dans ses habitudes, donc elle est partie. Et ensuite, dans la matinée, je l'ai vue pas revenir, donc je me suis dit, elle doit être chez ma sœur ou elle a dû aller au magasin. Donc ensuite, quand même, j'ai appelé ma sœur et je lui ai demandé. Et elle m'a dit non, elle n'est pas là, donc on s'est dit, elle a dû aller faire 2 courses. Midi, toujours pas là. Donc je suis allée à la boulangerie pour demander si elle était réellement venue. Elle n'y est jamais allée. Donc là, on a commencé à vraiment s'inquiéter. On a rappelé ma sœur avec mon père, elle est venue. Et là, l'horreur a commencé, quoi. Donc mon père a, de son côté, appelé les urgences à certains hôpitaux, moi les autres. Et mon mari a essayé de la rechercher en voiture. Après, à tour de rôle, il fallait toujours qu'il y ait quelqu'un à la maison en cas où elle reviendrait ou qu'on ait un appel des pompiers ou quoi. Le problème, c'est que quand on appelle les hôpitaux, c'est très difficile à arriver dans le service urgence. Donc du temps s'est écoulé. Ensuite, mon papa a téléphoné aux gendarmes qui nous ont dit, vous savez, c'est une personne majeure. Et on commence à enquêter au bout de 24 heures. Donc nous, on a continué à appeler les hôpitaux, tout ça. On continue à chercher toute la nuit. Les gendarmes sont arrivés le lendemain matin pour nous dire que bon, elle a été considérée comme une disparition inquiétante. Vous nous direz tout à l'heure ce que ça a donné, ce qu'a donné les résultats de l'enquête et où vous en êtes aujourd'hui. Ça fait combien de temps? Ça va faire 5 ans en février. 5 ans que vous n'avez pas de nouvelles de votre maman. Ça doit juste être insupportable. Insupportable. Je crois qu'il n'y a pas de mots pour le décrire. On va saluer Leïla. Bonjour. Jean-Luc Delarue, Leïla avait déjà eu l'occasion de vous recevoir en mars 2010. Est-ce que vous pouvez nous rappeler le thème de l'émission sur laquelle vous étiez venue? C'était une émission sur les disparitions. Un rappel en images de votre histoire. Oui. C'est Tony? Oui. Alors, t'as des nouvelles? J'en ai une d'elle qui aurait vu Mélissa sur Lyon. Sur Lyon? Ouais. Il y a 1 an et demi, Leïla tentait par tous les moyens de retrouver sa fille de 16 ans, Mélissa, qui avait fugué. Merci Toto. Allez. Ciao, ciao. Voilà, c'était mon neveu avec qui j'ai créé le compte sur Internet. Et puis, bonne nouvelle, apparemment, il aurait vu un message concernant ma fille, quelqu'un l'aurait peut-être aperçu sur Lyon. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais m'y rendre avec mes petites affichettes. Et puis, c'est parti. Ce qui inquiétait le plus Leïla était qu'il n'arrive quelque chose de grave à sa fille pendant sa fugue. Ça m'effraie de la savoir peut-être dans la rue, peut-être avec de mauvaises fréquentations, peut-être, j'en sais rien, kidnappée, séquestrée. Leïla était prête à tout pour retrouver Mélissa. Elle questionnait les passants, distribuait des affiches, des photos et s'était même rendue à la gendarmerie. J'ai des infos? Super, ça avance? Là, j'ai l'espoir, quoi. Là, je retrouve un peu le sourire, ça fait du bien. Leïla avait eu raison de garder espoir. 2 jours avant l'enregistrement de l'émission, elle avait appris une grande nouvelle. Donc c'est une jeune fille qui avait donc 16 ans et quelques mois, qui a disparu le 1er février dernier et qui a été retrouvée le 1er mars dernier, à l'heure où nous enregistrons l'émission, donc il y a 48 heures. Tout à fait. Au départ, je me demandais si j'allais la gifler, je savais pas trop quoi faire, mais non, on s'est sauté dessus et puis on a pleuré toutes les deux. Elle nous a dit, je suis contente d'avoir passé ce coup de fil et que tu m'as retrouvée. Ouais. Après ces retrouvailles tant attendues, depuis l'émission, mère et fille auront-elles réussi à renouer leur lien? Alors, depuis ces retrouvailles, mère et fille ont-elles réussi à renouer les liens? Oui, ça a été de courte durée malheureusement. Combien de temps ça a duré, ces retrouvailles? 2 mois et demi environ. Et puis un événement qui a mis un terme à ce bonheur? Oui, parce que bon, à la demande de ma fille qui était placée en famille d'accueil
La juge a prononcé son prolongement jusqu'à sa majorité. Et la famille dans laquelle Mélissa se trouvait, et elle s'y trouvait bien, mais il s'avérait que c'était une famille provisoire. Et dès qu'on a voulu la replacer ailleurs, elle a décidé de repartir. Donc elle a fugué à nouveau. À nouveau, oui. Et à nouveau, vous êtes resté sans nouvelles d'elle? Oui. Donc à nouveau, très dur à vivre? Très, très difficile. Vous avez pensé quoi pendant Le pire. Je me suis dit, c'est pas possible, elle devait prendre son train, donc ne l'ayant pas pris, j'y croyais pas. Donc à ce moment-là, vous avez de nouveau tout mis en œuvre pour tenter de la retrouver. Ça a duré combien de temps, ce calvaire, à nouveau? 4 mois sans nouvelles, dans un premier temps. Et puis un bref retour de sa part, 24 heures. Au bout de 4 mois? Au bout de 4 mois. Elle est revenue d'elle-même? D'elle-même. Elle a sonné à la porte et j'ai cru voir un fantôme. Comment vous avez réagi quand vous l'avez vue? J'ai cru voir un fantôme, j'y croyais pas. 4 mois sans nouvelles, c'était inespéré. Vous étiez contente ou en colère ou les deux? Non, la colère, j'y ai pas pensé sur le coup, non. J'étais très heureuse de la voir saine et sauve. Elle est restée chez vous? Malheureusement, non, parce que ça s'est mal passé. Donc, avec moi, il n'y avait pas de soucis, mais il y avait quelques petits soucis avec mon mari. Et donc, je lui ai conseillé de passer la nuit chez ma mère, le temps que je règle ça. Et malheureusement, elle est repartie de chez ma mère. Est-ce qu'elle a laissé un mot? Elle vous a expliqué? Elle a laissé un petit mot à ma maman, lui expliquant qu'elle ne devait pas s'inquiéter et que elle donnerait des nouvelles, elle reviendrait, mais quand, on ne sait pas. Dans quel état d'esprit ça vous a plongé, cette nouvelle disparition? Le monde s'écroulait à nouveau, quoi. J'étais désespérée. Vous nous direz tout à l'heure si vous avez d'abord fini par la retrouver. Est-ce que vous avez cette fois-ci décidé et mis en œuvre pour tenter de la retrouver? On va poursuivre avec la deuxième partie de notre émission, apprivoiser l'absence. Il y a des témoignages douloureux sur ce plateau. Ce sont soit des mamans qui n'ont plus de nouvelles de leurs enfants, soit des enfants qui n'ont plus de nouvelles, en l'occurrence d'une maman. Et c'est évidemment insupportable, ce silence prolongé. Maria, c'était il y a 5 ans, votre fils est parti un matin en laissant un mot d'adieu sur la table. Quel a été le premier réflexe de sa petite amie en découvrant ce message? Elle était très surprise, évidemment, parce qu'elle ne s'y attendait pas. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'il y avait sur ce message? Alors, c'était marqué « Ne m'attends pas, je m'en vais. Ce n'est pas de ta faute. Tu recevras une lettre dans un jour ou deux. » Donc, ça, pour son premier réflexe, à elle, ça a été de vous prévenir, peut-être? Elle a prévenu d'abord son frère. Le frère de François Nicolas travaillait non loin de là. Comme il travaillait à Lille, donc c'est le premier qui a été prévenu, ensuite mon mari. Mais eux deux sont partis tout de suite au commissariat déposer une plainte, comme quoi il était disparu. Bon, forcément, quand on est majeur, vous savez, on prend un peu à la légère, donc c'est dommage parce que c'est dans les 2 heures qui suivent la disparition que tout doit être fait. On doit prendre au sérieux la disparition des jeunes parce qu'il y en a de plus en plus, et surtout à Lille, il n'y a que des disparitions sur disparitions. À Lille? Donc, oui, il y en a beaucoup. Donc il faudrait quand même prendre au sérieux et que la loi mette plus de moyens pour qu'on retrouve nos enfants disparus le plus vite possible. C'est-à-dire que quand vous êtes allé déposer une plainte, les gendarmes vous ont reçu en vous disant qu'il était majeur et que bon... Oui, ils font des recherches. Je ne peux pas dire qu'ils ne font pas de recherche, mais ce n'est pas activé comme alerte enlèvement ou lorsque c'est un mineur. Donc, après la déposition, c'est à nous, parents, mettre des affiches partout, courir partout, questionner les gens dans la rue. C'est ce que vous avez fait? C'est ce qu'on a fait une fois que mon mari est venu me chercher à la maison. Parce que moi, je n'étais pas sur place. J'étais à un rendez-vous de travail, donc mon portable était fermé, je ne l'ai pas appris tout de suite. Et mon mari est venu me chercher à la maison pour ne pas me l'annoncer au téléphone, et me disant François Nicolas est parti. Donc moi, le ciel m'est tombé sur la tête parce que je ne m'attendais pas à ça du tout. Vu que c'était un enfant sans problème, je n'ai pas compris tout de suite. Donc j'ai fait ma valise et je suis partie avec mon mari à Lille. Nous avons vécu dans l'appartement de notre fils une semaine pour faire des recherches.
Nous avons d'abord été au commissariat de police refaire une déposition. Et 2 jours après, nous avons reçu une lettre de François Nicolas qui nous disait, elle était conjointe avec sa petite copine et nous, elle nous disait qu'il avait une maladie inopérable et incurable. Donc forcément, on s'est effondré parce qu'on ne s'attendait pas à ça du tout. Et qu'il voulait assumer cette maladie seul. Parce qu'il ne voulait pas qu'on souffre en le voyant dépérir. Et il disait dans sa lettre qu'il savait comment ça allait finir, qu'il ne voulait pas dépérir devant nous et qu'il voulait qu'on garde une belle image de lui. Et vous avez eu des confirmations de cette maladie? Non, justement, nous avons fait des recherches dans les hôpitaux, nous avons questionné les médecins, nous n'avons rien trouvé. Mais comme il travaillait, enfin, il faisait des stages dans les hôpitaux, vu qu'il allait être kiné, est-ce qu'il a fait des examens? On ne sait pas. Mais maintenant, on peut imaginer qu'une maladie grave, c'est peut-être une grosse dépression aussi, ou alors un lavage de cerveau, que c'est une secte qui est là-dedans aussi. On ne sait pas, puisqu'on ne sait pas, on n'a pas retrouvé. Et le fait de ne pas savoir, ça doit être terrible. Pour des parents, c'est l'horreur de tous les jours, parce qu'on ne vit plus. Ça fait 4 ans que nous sommes en retraite. Nous ne profitons pas pleinement de notre retraite, malgré qu'on pourrait être heureux. Mais on ne peut pas être heureux. Moi, je ne sais plus chanter, je ne sais plus danser, je ne sais plus faire la fête. Il ne faut pas me parler de fête. À l'approche des fêtes, je suis malade. On ne sait plus faire d'anniversaire. Sans lui, la vie n'est plus la même. Bien sûr. On voit la photo là voilà. de François Nicolas. François Nicolas, si tu te vois, reviens parce que la vie sans toi n'est plus la même. Et je voudrais te serrer dans mes bras avant de mourir parce que j'ai toujours peur de mourir et pas le resserrer dans mes bras encore une fois. Et pour des parents, que tous les jeunes qui sont disparus comprennent que les parents souffrent et qu'ils appellent au moins, qu'ils appellent une fois. Je me dis, c'est mon fils, j'espère qu'il est vivant. Parce qu'on n'a pas retrouvé son corps, donc on a toujours de l'espoir. Mais s'il est mort, que la loi fasse son travail aussi, qu'il n'y ait plus d'enterré sous X, parce que ça existe encore. Malheureusement, malgré que la loi est passée. Oui. Donc qu'on fasse aussi, que le gouvernement mette un peu d'argent aussi dans les disparitions. Qu'est-ce que vous avez trouvé comme indice puisque vous dites passer vos journées à essayer de tenter d'avancer? Bien, on trouve toujours des personnes. Au début, c'était des personnes qui nous disaient il n'était pas loin de chez nous, il marchait, il errait dans la rue, il était triste, il pleurait. Une dame l'avait vu près de la gare, il était dépressif, il pleurait. Donc on a fait des recherches, la police a fait des recherches, mais on ne l'a toujours pas retrouvé parce que si vous voulez, c'est toujours un décalage. Lorsque les personnes vous appellent, ils voient l'annonce sur le journal, disparition inquiétante, François Nicolas, voilà, ils voient la photo, les gens vous appellent. Mais ils l'ont vu il y a une semaine ou il y a 15 jours. Comme une fois, une copine l'a vu traverser un rond-point. Mais cette copine ne savait pas qu'il était disparu. Donc, elle l'a appris après. Donc, nous avons eu l'information 15 jours après. Donc, ça veut dire que vous gardez l'espoir qu'il soit encore en vie? Oui, encore. Il n'y a pas longtemps, nous avons reçu un témoignage d'une dame qui l'aurait reconnu. L'année dernière, soi-disant, qu'il était en Bretagne. Oui, il fait le tour de France, d'après les gens. Maintenant, on ne peut pas savoir. Mais j'espère que c'est vrai. Que si c'était une grosse dépression, quelqu'un l'a pris sur son passage et maintenant qu'il est guéri. Mais s'il est guéri... Je sais que c'est plus difficile de revenir pour un enfant que de partir. Donc si François Nicolas, tu as eu le courage de partir, malgré que tu nous dis sur cette lettre que c'était très dur et que tu ne pouvais pas nous le dire en face, c'est pour ça que dans la lettre, il dit « Maman, papa, je vous aime beaucoup, mais je ne peux pas vous le dire en face, c'est trop dur. Donc j'aimerais que maintenant tu prennes le téléphone et que tu nous téléphones, parce que c'est trop dur de vivre sans toi et je voudrais que tu reviennes. On n'en peut plus de cette vie. On n'en peut plus. C'est trop dur. C'est trop dur. Vous savez, la chair de votre chair, on ne peut pas imaginer la douleur des parents parce qu'il faut le vivre. On ne peut pas expliquer. Il n'y a pas de mots pour expliquer ce que vous ressentez. Et surtout lorsque c'est... Moi, il m'a donné 21 ans de bonheur, cet enfant. On a toujours été fiers de lui. Son père et moi avons toujours été fiers. Il nous a donné plein de satisfaction. Et ce n'est pas pour ça qu'on l'aimait. On aime tous nos enfants de la même façon. Mais je veux dire... C'était un enfant tellement brillant et comme tous les autres enfants, on les aime tous, nos enfants. Donc lorsqu'il y en a un qui n'est pas là, c'est un bout de chair qui vous manque et vous ne pouvez plus vivre de la même façon. Le quotidien n'est plus le même. Nous, on passe notre temps à le chercher.
Partout, par tous les moyens, tous les jours, ça fait 5 ans. Et c'est comme si c'était hier. On cherche toujours. Et tous les jours, nous avons de nouvelles recherches à faire parce que c'est jamais terminé. Et puis les recherches administratives sont très longues. Lorsque vous faites des démarches, c'est très long. Vous savez, c'est ça qu'il faudrait de l'aide aussi parce que lorsque vous allez dans un bureau, vous savez, les démarches administratives sont très pénibles. Et on n'est pas beaucoup aidé dans ces cas-là. Et malgré les nombreuses lettres que j'ai faites au gouvernement, et c'est toujours des lettres très gentilles, mais ça n'avance pas les choses. Donc il faudrait que pour les disparitions inquiétantes d'adultes, qu'on fasse davantage. Les premières heures. Il faut que ce soit très rapide. Oui, oui, oui. Armel, votre fils, vous a laissé sans nouvelles de lui. Rappelez-nous depuis combien de temps vous avez perdu sa trace? Depuis le 30 mai. Le 30 mai dernier, donc c'est encore tout récent. Dès le lendemain de sa disparition, vous vous êtes rendu au commissariat pour y faire votre déposition. Quels conseils les policiers vous ont-ils donnés? Eh bien, j'ai été étonnée parce que j'ai été prise tout de suite en considération. Ils ne m'ont pas dit, bon, il a 35 ans. Tout de suite, quand j'ai expliqué qu'il était dépressif, enfin, que bon, c'était pas son habitude, ils m'ont pris tout de suite la déposition, ils ont fait tout de suite ce qu'il fallait. Ils vous ont donné un conseil? Oui, ils m'ont demandé si j'avais regardé dans ses affaires, donc j'ai dit non, parce que non. C'est délicat. On ne sent pas le droit. Ah non, on n'a pas le droit de fouiller dans les affaires. Bon, et finalement, vous avez suivi leurs conseils? Oui, j'ai suivi leurs conseils, je me suis fait violence et puis j'ai regardé dans ses affaires. Et là, je me suis aperçue que ça faisait 3 mois qu'il ne travaillait plus, qu'il partait tous les matins au travail, mais qu'il n'allait pas travailler. Donc il avait retrouvé un boulot de serveur, c'est ça? Oui. Oui. Et donc en fait, il n'y allait pas? Il n'y allait pas. Donc j'ai téléphoné à son employeur. Il m'a dit non. Il dit on était très content de Grégory, mais il est parti. Sans donner d'explication. Il nous a donné son non, il est parti. Ils vous ont renseigné sur sa manière d'être? Ils m'ont dit qu'ils étaient très contents de lui, qu'ils étaient étonnés qu'il avait fait un CDI de suite. Et qu'ils étaient très étonnés. Il n'avait pas l'air particulièrement dépressif? Il était pour eux, ça allait. Quand vous repassez le film, quel détail insignifiant peut-être aurait pu attirer votre attention? Les horaires déjà, parce qu'il partait le matin, il déjeunait, alors qu'il ne déjeunait jamais. Il partait vers 11h. Je me dis, le service commence à midi, ça fait un peu juste sur Paris. Et puis il revenait vers, il était 18h30, 19h. Donc je me disais, des horaires bizarres, mais bon, maintenant, je ne savais pas. Chaque employeur, je ne savais pas pourquoi il était ce qu'il faisait, et puis je ne l'ai pas misé dans sa vie. Et puis aussi, quand il rentrait, le soir, il mangeait quand même copieusement. Donc je me disais, mais ils ne te nourrissent pas au travail, dans la restauration en général, à mon service, ils mangent et tout ça. Je dis, ils ne te nourrissent pas? Si, mais bon, il avait bon appétit. Ça devait vous rassurer? Vous vous disiez, oui, moi je me disais, mais c'est bien, c'est qu'il va bien. Oui, c'est bien, il commence à remonter la pente et tout. Puis j'arrivais à discuter un petit peu avec lui, je disais, c'est bien, il remonte la pente, c'est bien. Et puis après, quand on refait le film, quand on se repasse plein de petites choses, il y a plein de petites choses qui vous marquent et puis qui... en fait, il ne travaillait pas, mais non, il ne travaillait pas le dimanche, il ne travaillait pas le samedi. Donc je me disais, quand même, dans la restauration, il travaille... Et puis donc, vous pensez qu'il n'avait pas les moyens de s'acheter à manger à midi et qu'il devait errer toute la journée et rentrer manger le soir, quoi. Oui. 3 mois après la disparition de votre fils, un événement vous a redonné espoir. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Son téléphone est mis à la gare de l'Est. Donc la police m'a appelé, m'a dit voilà, on a le téléphone de Grégory est mis à la gare de l'Est. Donc ce que j'ai fait, je suis allée, il m'a dit vous pouvez aller au commissariat de la gare de l'Est et puis là vous aurez des renseignements sur place. Donc je suis allée toute la soirée, une partie de la nuit, j'ai fait des photos. Des photos? De Grégory. J'ai fait une centaine de photos de Grégory, pour pouvoir les distribuer. J'ai dit, si je ne le vois pas, je ne m'attendais pas à le retrouver comme ça à la gare de l'Est. Donc j'ai dit, je vais faire des photos pour en distribuer un peu partout.
j'ai au moins un point de chute où je peux m'adresser, où je pourrais distribuer des photos. Donc une amie m'a accompagnée et nous sommes allés au commissariat de la gare de l'Est. Le commissariat de la gare de l'Est, ils m'ont donné ils m'ont dit nous on n'a pas de, donc j'aurais laissé une photo et ils m'ont donné le nom d'une association, la RDP, que j'ai contactée. Et j'ai distribué des photos aux pompiers, sécurité. Je suis même allée voir, chose que jamais j'aurais pensé pouvoir faire un jour. Je suis allée voir les gens dans la rue, j'ai donné des photos. Est-ce que vous êtes allé voir des voyants ou des radiesthésistes? Oui. J'imagine qu'on se raccroche à n'importe quoi. J'ai une amie qui m'a fait contacter une amie. Ça, on essaie tout. Ouais. Oui. Le pendule. Voilà, c'est ça. Voilà. Ouais. Et qu'est-ce qu'on vous a dit? Eh bien, qu'ils ne voyaient rien. Et vous? Et là, j'attends des résultats. Là. J'ai redonné une photo à quelqu'un qui fait le pendule et j'attends. Mais on essaye tout. Dans quel état d'esprit êtes-vous aujourd'hui? L'attente. Tous les jours, j'attends. C'est l'horreur. C'est ce qui est plus dur, d'attendre, de ne pas savoir. C'est de ne pas savoir. Bien sûr. De ne pas savoir et d'être dans l'attente. Pourquoi êtes-vous là aujourd'hui, Armelle? Pour lui lancer un appel. Si jamais quelqu'un le connaît, le voit, lui dire qu'il revient. Je l'attends. Franchement, on partage vos douleurs de mère. Ça doit être absolument insupportable, de la même manière qu'on partage les douleurs de ces deux jeunes femmes qui n'ont plus de nouvelles de leur maman. Depuis combien de temps? Ça va faire bientôt 5 ans. Depuis 5 ans. Vous n'aviez que 15 ans, Cécilia, lorsque votre mère est partie. Vous étiez un peu plus âgée, 26 ans. Comment vous avez procédé toutes les deux pour tenter de la retrouver? Donc, dans un premier temps, les gendarmes sont venus le lendemain. Donc, ils nous ont posé des questions, savoir comment elle était partie, si elle avait pris ses papiers, de l'argent. Donc, on a dit qu'elle avait pris que son porte-monnaie. Elle est partie sans papier, elle est à pied. C'était en plein hiver. Et donc, les gendarmes sont venus. Il y a eu les hélicoptères, les maîtres chiens, les pompiers qui ont ratissé le village. Donc, le premier jour de sa disparition, on a eu des témoignages, comme quoi le matin, on l'aurait vu d'un côté de notre village et en fin d'après-midi de l'autre côté. Donc, ils ont bien ratissé cette partie-là, mais on ne l'a pas retrouvée. Après, on a commencé à mettre des affiches de partout. Donc, ça a donné des témoignages aux alentours de notre village. Et c'est vraiment au mois de novembre qu'on a eu des témoignages assez troublants qui nous ont fait penser qu'elle était vivante. Au mois de novembre, quand? Novembre 2007, donc dans la même année qu'elle a disparu. Qu'est-ce que vous avez eu comme témoignage? D'abord, c'est en fait une amie du travail qui m'a dit, écoute, dans mon village, j'ai entendu dire qu'il y avait une dame qui errait, qui avait l'air de ne pas avoir toute sa tête, et elle n'est pas du village. Tu devrais venir voir, quoi. Donc le lendemain, je suis partie avec mes affiches, je suis allée voir cette coiffeuse, et elle m'a dit, oui, pour moi, c'est elle. Donc j'ai fait tous les commerçants, et ils m'ont dit pareil. On avait fait donc le Vaucluse, les Bouches-du-Rhône et le Gard. C'est vrai que ce village, je ne l'avais pas fait. Pour moi, c'était troublant. Je me dis, si la personne voit l'affiche, elle peut se dire, tiens, je l'ai peut-être vue. Mais le fait qu'il n'y ait pas d'affiche et que tous ces commerçants m'aient dit, si, pour moi, c'est elle. Et tous les témoignages concordaient, disaient tous la même chose, qu'elle n'avait pas l'air d'avoir toute sa tête. Et c'est vrai qu'au départ, elle aurait peut-être eu un AVC ou quelque chose qui lui aurait fait perdre ses repères et sa mémoire, peut-être. Oui, tout à fait. Et depuis ce mois de novembre 2007, vous avez eu d'autres indices? Depuis, on en a eu 2 autres, pareil, dans la même région, et depuis, plus rien. Depuis quand, alors, plus rien? Depuis 2009. Et si elle nous entend, si elle nous voit, qu'elle nous fasse un signe qu'on arrête cette horreur. Voilà, de ne pas savoir, c'est terrible. Même si, par exemple, c'est volontaire, peut-être, qu'elle nous dise, voilà, pour qu'on puisse avancer, nous, et elle aussi. Ça doit être horrible. Vous devez faire des cauchemars, vous devez vous sentir abandonné. Enfin, ça doit être absolument terrible. Vous avez dit en préparant cette émission, Cécilia, que vous ne réalisez que maintenant ce qui est arrivé à votre mère.
Oui. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous entendez par là? Parce qu'à l'époque, j'avais que 15 ans, donc j'étais une adolescente, j'étais sous le choc. Et c'est vrai qu'à l'heure d'aujourd'hui, j'en souffre beaucoup plus qu'à l'époque, parce qu'à l'époque, je ne réalisais pas. Et c'est vrai que maintenant, je commence à devenir une femme, j'ai fait plein de nouvelles choses et je me rends compte qu'elle n'est pas là. Et c'est très difficile, comme Maria disait, dès qu'il y a une fête, on ne peut pas être heureux. Il y a toujours ce manque et voilà. Depuis chaque fête, voilà, Noël, c'est pareil, c'est difficile. Si vous souhaitez lui adresser un message, on ne sait jamais si elle vous voit. C'est là, dans cette caméra-là. Ben, maman, si tu nous entends, on a besoin de toi. Je suis sûre que tu as besoin de nous. On est là, on t'attend. Et j'espère que tu vas revenir, quoi. Parce que la vie sans toi n'est pas possible. Tout. Comment peut-on se construire? Impossible. Je ne veux pas dire impossible, j'aimerais pouvoir trouver un élément positif, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est absolument terrifiant de devoir faire un deuil de quelqu'un qui est encore vivant ou qu'on pense être vivant. Mais qu'est-ce que vous pouvez leur conseiller? Parce que moi, leur disant c'est impossible que non, justement, on ne peut pas s'en sortir. Mais j'ai envie de vous dire, en écoutant votre histoire, que j'ai l'impression que votre maman, on évoquait les troubles dissociatifs tout à l'heure, qu'elle est un petit peu dans ce cas-là et qu'elle est peut-être en errance. Et vous savez, quand des personnes ont ce genre de troubles, ils ont perdu la mémoire et ils peuvent aussi s'inscrire dans des hôpitaux sur d'autres identités. Le problème se situe là. Moi, je la verrais plus volontiers dans une institution avec une identité qui est floue, qui n'est même pas son nom. Peut-être essayer de trouver son identité. Une institution quoi, psychiatrique ou je sais pas. Vous avez essayé ça? Vous avez tenté? Donc on a fait des lettres à tous les généralistes, tous les hôpitaux psychiatriques qu'on pouvait faire, quoi. Sous son nom de jeune fille. Son nom de jeune fille, son nom d'épouse, avec sa photo, en disant que c'était une disparition inquiétante. Voilà. Oui, c'est possible qu'elle ait été recueillie. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme autre institution qui pourrait recueillir quelqu'un en errance comme ça? Eh ben, des foyers, des familles d'accueil, et qui n'ont pas possibilité de vous joindre. Qui ne savent pas qui joindre. Et qui ne savent pas qui joindre. Ah, c'est ça surtout. Mais parfois elles réapparaissent, parce que là c'est une fugue qui quand même 5 ans, parce que les fugues sont souvent sur un laps entre 3 mois, 6 mois, 1 an, mais vous c'est 5 ans, donc ça laisse présager quand même qu'il y a vraiment un trouble psychique qui mais est surtout, entraîné. ça ne ressemble pas à une fugue. Non. Franchement, ça ressemble... Prémédité. Non, c'est ça, ça ressemble. qu'elle n'était pas consciente de son acte, quoi. Et vous savez, souvent, on voit dans ce genre de disparition des fugues qui sont pathologiques, il y a des maux de tête qui sont récurrents avant. On retrouve toujours ça, des maux de tête, l'impression que la tête va exploser, et ils partent. Et après, il y a des troubles de la mémoire et des pertes d'identité. Et ils peuvent, d'ailleurs, si la personne avant était timide, elle peut se retrouver totalement volubile, elle change complètement d'identité, d'où la difficulté de retrouver. Mais je crois que, d'après ce que vous dites, on l'a vu un peu en errance, comme quelqu'un qui vagabonde. Donc ça peut laisser présager qu'il y avait quand même un trouble amnésique. Vous en êtes où, Laetitia, aujourd'hui? Vous envisagez de construire quand même une famille? Vous êtes capable d'envisager l'avenir? Je me suis fiancée il y a 15 jours. Oui. Vous êtes fiancée il y a 15 jours? Oui. Donc c'est ça, c'est un moment douloureux où vous auriez aimé, évidemment... Oui, j'ai beaucoup pleuré parce que les gens ne comprennent pas forcément. On me dit, mais pourquoi tu n'es pas heureuse? Mais je vois toujours ce manque et je n'y arriverai pas. Si, vous y arriverez. Bien sûr que si, mais c'est douloureux, ça se comprend. Et puis, ça ne sera pas tasse. Il y aura les moments où vous aurez des enfants, où vous ne pourrez pas partager ces moments avec elle, c'est sûr. J'espère que vous aurez l'occasion de la retrouver avant. On va revenir vers Leïla. Vous pensiez avoir retrouvé votre fille jusqu'à ce qu'elle fugue une nouvelle fois. À quel moment précis avez-vous retrouvé l'espoir de la revoir un jour? Tous les jours, j'espérais en fait. Chaque jour qui passait, j'espérais la revoir. Alors, vous saviez pourquoi vous aviez identifié la raison de son départ, en fait, manifestement. Oui, la deuxième fois, quand elle est venue là. Manifester son désaccord et sa désapprobation de l'union que vous aviez avec votre compagnon, de votre union. Est-ce que vous avez envisagé de vous éloigner de lui pour pouvoir la retrouver ou pas? En fait, j'ai une amie qui est chauffeur de car. Et en début de cette année, elle me disait avoir cru voir ma fille, avoir vu ma fille. Et elle me disait, elle a grossi, mais je pense que c'est elle.
Et 2-3 jours après, une autre personne me dit la même chose, mais elles ne se connaissent pas. Donc là, j'ai eu vraiment espoir. Et j'ai décidé de partir de chez moi pour qu'elle puisse revenir. Mais comment elle l'aurait su que vous étiez partie de chez vous? En fait, elle avait des contacts par son ancienne école où moi j'étais secrétaire bénévole. Elle avait des nouvelles. Donc, de vous? De moi. Et elle en prenait? Elle en prenait, oui. Et vous saviez qu'elle en prenait? Je l'ai su après. Donc vous avez fait passer le message? J'ai fait passer le message que je partais. Est-ce que le message a eu l'effet escompté? Tout à fait, elle m'a appelée. Combien de temps après? 2-3 jours. Ah oui, donc ça a été radical. Radical, oui. Bon, et donc et on s'est vu dans la demi-heure, suivant son coup de fil. D'accord. Et ça s'est passé comment, les retrouvailles? Comme la première fois. Votre fille a tenu à vous accompagner sur notre plateau. Elle est là. Merci d'accueillir Mélissa. Bonjour. Mélissa, qui est restée quasiment 1 an sans donner de nouvelles à sa maman. Comment vous expliquez ce long silence? Ce long silence, je t'explique parce que j'arrive pas trop. Parce que? J'ai pas voulu lui donner de nouvelles parce qu'il y avait mon beau-père. Parce que vous êtes partie pour protester contre la présence de votre beau-père? Oui. Il faut être quand même... il faut avoir une force pour partir comme ça sans donner de nouvelles. Il faut... J'ai regretté beaucoup. J'ai beaucoup regretté. J'ai beaucoup pleuré. Mais comment vous avez vécu pendant tous ces mois? Qui s'est occupé de vous? Comment ça s'est passé? C'est des amis à moi qui se sont occupés de moi. Bien. Et qu'est-ce que vous avez regretté de faire souffrir votre mère? Oui, beaucoup. Et de souffrir vous-même? Qu'on souffre toutes les deux, oui. Mais ça nous a servi de leçon toutes les deux, on va dire. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on est les 3 mousquetaires avec ma sœur. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à votre mère aujourd'hui? Que je m'excuse et que je l'aime très fort. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Qu'est-ce que vous avez envie de donner comme conseil à ces 2 jeunes femmes qui sont en larmes et qui aimeraient tant retrouver leur maman, qui aimeraient tant pouvoir dire je t'aime à leur maman en lui tenant la main? Je dirais de jamais baisser les bras. Parce que c'est vrai que sur le site du réseau social où j'étais, j'avais énormément de parents qui étaient dans mon cas et pour lesquels je faisais passer leur affiche aussi de leurs disparus. Et il y a eu des dénouements pas très jolis. Mais j'ai toujours espéré pour ma part. Et tant que j'avais pas la preuve du contraire, je continuais à chercher. Donc il ne faut pas baisser les bras. Je pense que... Et est-ce que vous êtes allé dans les mairies? Donc en fait, le maire de notre village a fait passer l'information auprès de toutes les mairies ça, c'est très important aux alentours, avec les affiches. Et donc tous nos amis ont fait passer des affiches à chaque fois. On a fait un maximum, quoi. Je pense, je sais pas comment dire. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus que ce qu'on a fait? Des fois, on a des réflexions, des commérages qui se passent de commentaires. Je pense qu'on n'a pas besoin de ça. Malgré tout ce qui nous arrive, que les gens, il faut qu'ils touchent du doigt ce qu'on vit pour comprendre. Et qu'il ferait mieux de s'occuper de ce qui se passe chez eux au lieu de dire des âneries qui font très mal. Alors qu'on est au fond du trou, on vous enfonce encore un peu plus, quoi. Alors, on va repasser la photo de vos chers disparus. Alors, voici la photo de François Nicolas. On va passer la photo de Grégory et la photo de votre maman. Peut-être l'autre photo qui est manifestement plus ressemblante, qui s'appelle, son prénom? Émilie Nello. Elle est sur le site Manu Association. Voilà.
Merci. Toute une histoire, ce sont des parcours de vie, des témoignages sincères. Je me disais, s'ils me disent qu'il y a 1% d'espoir, je le prends et je survis et je le fais. Je comprends pas le fait qu'elle s'est mise à boire. J'ai perdu ma maman, mais je vais la retrouver. Elle va arrêter. J'y arriverai, ma chérie. Décrypté par nos experts. On peut manquer de confiance en soi, même s'il y a 1,5 million de personnes qui vous disent qu'ils vous aiment, et ben il y a cette blessure qui est quand même encore présente. Ce qui peut sembler être le fruit du hasard, on dit mais elle a eu de la chance de rencontrer ces personnes. Non, que nenni, il n'y a pas de chance du tout. Il y a une personne qui est présente, qui sait profondément ce qu'elle veut et qui provoque son destin. Ah non, moi si j'ai envie de rien dire, je dis rien. Mais si je vous allonge là au deal, je vous fais parler. Un éclairage sur notre société. Je demande aux Français, spécialement aux Calaisiens, de nous soutenir. On dit la jeune beaucoup moins peur. Ici, ce n'est pas les animaux, c'est les hommes comme eux. Et on a un père et une mère, nous aussi. Je trouve que dans le plateau que vous avez constitué, c'est formidable parce que finalement, dans vos différentes histoires, on se rend compte que n'être coupable de rien, c'est les harceleurs qui ont un problème et pas le contraire. Des reportages en immersion. Je m'appelle Marine, j'ai 26 ans. Depuis 9 mois, je mène une double vie. Secrétaire le jour, je suis escort girl la nuit. On va le faire, parce qu'il faut le faire. Enfin, vivement que ça se termine vite, quoi. Une pinte, s'il vous plaît. Pinte de bière? Oui. Vous savez beaucoup de femmes enceintes? Oui. Je vois pas pourquoi il serait dénaturé, faut pas exagérer. C'est costaud, mon bouteille, là. J'ai qu'un truc dans la tête, faut que ça passe, ce que j'ai fait. Faut que je gagne. Mais aussi des personnalités qui viennent se confier. J'ai perdu mon frère jumeau dans un accident de voiture. Avant que je perde mon frère et que je travaille dessus, je n'avais pas conscience que j'étais né au monde à deux et je n'avais pas conscience que ça avait dirigé 30 ans de ma vie. Ou qui nous inspire. Le titre de notre émission est Le Seigneur de ma vie. Et d'ailleurs, on a embauché un stagiaire senior comme Ben. C'est une super idée. C'est quelque chose que vous avez fait à l'occasion du film? Oh, c'est chouette. C'est fantastique. Vous pouvez m'en faire une copie? Votre palmarès? 8 fois champion du monde de kickboxing, 4 fois champion du monde de boxe thaïlandaise. En fait, je suis 12 fois champion du monde. Regarde, on va faire. Toute une histoire, c'est tous les jours à 14h sur France 2. Voilà, tout de suite.